Une femme humble et pure marchait dans la vallée. Quand le millionnaire solitaire la vit, il brûla de passion. Dans les brumes de Normandie, Élise Fournier, 28 ans, traverse chaque matin le vallon des brumes pour rejoindre la boulangerie où elle travaille. Fille abandonnée par son père, elle s'est sacrifiée toute sa vie pour soigner sa mère mourante. Sans argent, sans avenir, sans espoir. Elle marche comme un fantôme dans sa propre existence. Mais quelqu'un la regarde. Depuis la fenêtre de sa demeure centenaire, Luc Morel, héritier milliardaire d'une propriété viticole, observe cette femme qu'il ne connaît pas. Il y a 6 ans, après la mort brutale de ses parents et la trahison de sa fiancée, Luc s'est enfermé vivant dans son château. Plus de sortie, plus de contact humain. Juste le silence glacial d'un mausolée doré, jusqu'à ce matin de septembre où il voit Élise traverser le vallon. Et quelque chose en lui, qu'il croyait mort à jamais, se réveille. Sans réfléchir, il lui fait parvenir une proposition. Venir cuisiner pour lui. Un salaire généreux. Pas de question. Juste sa présence. Élise hésite. L'offre est étrange, presque inquiétante. Mais sa mère a besoin de médicaments hors de prix. Elle accepte. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Luc ne cherche pas une cuisinière. Il cherche une raison de continuer à respirer. Et ce que Luc ne sait pas, c'est qu'Élise va transformer bien plus que ses repas. Mais dans un village où tout se sait, où les rumeurs tuent plus sûrement que les maladies, leur connexion fragile va déclencher une tempête. On les accusera, on les jugera, on tentera de les séparer. Entre un milliardaire brisé qui réapprend à vivre et une femme humble qui découvre qu'elle mérite plus que la survie, naît une histoire qui défie tous les codes. Pas un conte de fées, mais une renaissance douloureuse et magnifique. Car l'amour véritable ne sauve pas. Il reconstruit, pierre par pierre, cicatrice par cicatrice, une histoire de solitude, de rédemption et de courage. Une histoire où la pureté d'un cœur simple éveille l'âme endormie d'un homme perdu. Une histoire qui prouve que même dans les ténèbres les plus profondes, une seule lumière suffit à tout changer. L'aube n'était encore qu'une promesse grise derrière les collines de Normandie lorsqu'Élise Fournier poussa la porte de la petite maison en pierre. Le grincement familier du bois gonflé par l'humidité rompit le silence de la rue déserte. Septembre avait apporté avec lui cette fraîcheur humide typique de la région, cette brume épaisse qui s'accrochait aux haies de pommiers sauvages et noyait les chemins de terre dans une ouate blanchâtre. Élise inspira profondément, sentant l'odeur de la rosée mélangée à celle du foin coupé dans les fermes voisines. C'était son moment préféré de la journée, celui où le monde appartenait encore aux solitaires et aux rêveurs. Elle ajusta le châle de laine grise sur ses épaules, attrapa son panier d'osier accroché près de la porte et jeta un dernier regard vers l'étage. Derrière la fenêtre aux rideaux tirés, Marguerite, sa mère, dormait encore d'un sommeil agité par la maladie. Le cancer avait commencé à la ronger 2 ans plus tôt, silencieusement d'abord, puis avec une cruauté croissante. Les médecins de l'hôpital de Rouen avaient parlé de chimiothérapie, de radiothérapie, de traitements coûteux que la sécurité sociale ne couvrait qu'en partie. Élise avait vendu les quelques bijoux de famille qui restaient. Une alliance en or, une broche art déco, une montre à gousset ayant appartenu à son grand-père. Mais ce n'était jamais assez. Jamais. Elle referma doucement la porte et descendit la rue pavée de Saint-Maurice-sur-Bresle, un village de 800 âmes niché entre les vallons de la Bresle et les forêts de hêtres. Les maisons à colombages s'alignaient comme dans une carte postale oubliée du temps, avec leurs façades blanches rayées de poutres sombres, leurs toits d'ardoise luisants de pluie récente, leurs jardins clos de murets de pierre où poussaient des rosiers grimpants et des hortensias bleus. L'église romane du XIIe siècle dominait la place centrale, son clocher carré pointant vers un ciel encore noir. Élise connaissait chaque pierre de ce village, chaque fissure dans les trottoirs, chaque portail qui grinçait différemment. C'était ici qu'elle était née, ici qu'elle avait grandi, ici qu'elle pensait probablement mourir un jour, sans jamais avoir vraiment vécu ailleurs. Pour rejoindre la boulangerie chez Moreau, où elle travaillait depuis ses 18 ans, Élise devait traverser le vallon des brumes, un chemin creux serpentant entre 2 collines douces, bordées de haies centenaires et de pommiers dont les fruits commençaient à rougir. C'était une marche de 40 minutes, parfois plus quand la boue rendait le sentier glissant. Mais Élise aimait ce trajet. C'était son temps à elle, son espace de liberté mentale. Elle y pensait à tout et à rien, aux factures qui s'accumulaient sur la table de la cuisine,
aux médicaments qu'il faudrait commander à la pharmacie de Blangy-sur-Bresle, à la voix de plus en plus faible de sa mère qui l'appelait la nuit, terrorisée par des cauchemars qu'Élise ne comprenait pas toujours. Ce matin-là, la brume était particulièrement dense. Elle avalait les contours du paysage, transformant les arbres en ombres chinoises, étouffant les sons. Seul le bruissement régulier des feuilles mortes sous les semelles d'Élise accompagnait sa marche. Elle avait relevé ses cheveux châtains en un chignon lâche, quelques mèches rebelles s'échappant déjà pour encadrer son visage ovale aux traits fins. Elle n'était pas belle au sens conventionnel du terme, pas de ces beautés qui attirent tous les regards dans une salle. Mais il y avait quelque chose en elle, une douceur naturelle, une sorte de grâce discrète qui la rendait attachante sans qu'elle le sache elle-même. Elle pensait à Madame Olivier, la vieille dame du hameau de la Croix-Blanche, qui lui avait demandé hier de lui apporter 2 baguettes tradition et un pot de confiture de Mirabelle. « Tu es gentille, Élise, tu sais ? Pas comme ces jeunes d'aujourd'hui qui ne pensent qu'à leur téléphone. » Élise avait souri sans répondre. Elle n'avait même pas de smartphone, juste un vieux Nokia qui lui servait uniquement pour les appels d'urgence. Elle n'avait pas les moyens, de toute façon. Et puis, à quoi bon ? Pour voir sur Instagram les vies parfaites des autres, leurs vacances à Bali, leurs dîners au restaurant, leurs déclarations d'amour sous des couchers de soleil photoshopés ? Non, merci. Un bruit la fit sursauter. Un cerf traversa le sentier à quelques mètres devant elle, magnifique et fantomatique dans la brume. Il s'arrêta une seconde, tourna vers elle ses grands yeux noirs, puis disparut dans les fourrés avec une élégance presque irréelle. Élise sourit. C'étaient des moments comme celui-ci qui rendaient tout supportable. À 3 kilomètres de là, perché sur une colline dominant le vallon, le domaine Morel émergeait lentement de la brume matinale. C'était une propriété impressionnante, une demeure du XVIIIe siècle en pierre de Caen, avec ses 2 ailes symétriques, ses hautes fenêtres à carreaux, son toit mansardé percé de lucarnes et son perron monumental flanqué de 2 lions de pierre patinés par le temps. Autour s'étendaient 60 hectares de vignes, de vergers de pommiers et de jardins à la française, autrefois entretenus avec un soin maniaque, aujourd'hui laissés à l'abandon. Les allées de gravier étaient envahies de mauvaises herbes, les taupières de buis avaient perdu leur forme géométrique, et le bassin central, où jadis nageaient des carpes koi importées du Japon, était désormais recouvert d'une pellicule verdâtre. Luc Morel ne dormait plus vraiment depuis des années. Il sommeillait par phases courtes et agitées dans le grand lit à baldaquin de la chambre principale, celle-là même où son père était mort dans son sommeil 6 ans plus tôt, après l'accident qui avait coûté la vie à sa mère. Il aurait dû changer de pièce, bien sûr, mais quelque chose en lui refusait de bouger, comme si déplacer ses affaires équivalait à admettre définitivement que tout était fini. Ce matin-là, vers 6 heures, il se leva avec la lourdeur d'un homme portant un poids invisible. Il avait 37 ans, mais en paraissait 10 de plus. Les cheveux bruns déjà striés de fils d'argent aux tempes, le visage creusé par l'insomnie, les yeux gris-bleu autrefois éclatants, désormais ternes comme un ciel d'hiver. Il enfila un pantalon en velours côtelé et une chemise blanche froissée. Il ne prenait plus la peine de repasser, puis descendit l'escalier monumental dont les marches de marbre résonnaient sous ses pas, comme dans un mausolée. La cuisine était vide. Henri Dubois, le vieux majordome qui avait servi 3 générations de Morel, ne se levait plus aussi tôt qu'autrefois. À 72 ans, avec ses rhumatismes et sa hanche fragile, il faisait ce qu'il pouvait. Luc ne lui en voulait pas. Au contraire, il lui était reconnaissant de n'avoir jamais abandonné le navire, alors que tous les autres domestiques étaient partis, effrayés par l'atmosphère lugubre qui avait envahi la demeure. Luc se prépara un café dans la machine automatique allemande, l'un des rares objets modernes de cette maison figée dans le passé, et monta avec sa tasse vers son bureau du premier étage. C'était une vaste pièce lambrissée de chêne, avec des bibliothèques remplies de livres que personne ne lisait plus, un globe terrestre ancien et un grand bureau Louis XV encombré de dossiers poussiéreux concernant la gestion du vignoble. Luc ne s'en occupait plus directement. Il avait confié l'exploitation à un régisseur compétent qui lui envoyait des rapports mensuels qu'il ne lisait qu'en diagonale. Par habitude, plus que par curiosité, il s'approcha de la fenêtre et tira les lourds rideaux de velours grenat. La lumière grise du matin envahit la pièce, et c'est là, à cet instant précis, qu'il la vit. Une silhouette féminine traversait le vallon en contrebas, se découpant sur la brume comme une apparition délicate. Elle marchait d'un pas régulier,
un panier au bras, la tête légèrement penchée comme si elle réfléchissait à quelque chose d'important. De là où il se tenait, Luc ne distinguait pas ses traits, seulement la courbe gracieuse de sa silhouette, la simplicité de sa robe longue et de son châle. Quelque chose en elle le stoppa net. Ce n'était pas une question de beauté, ce n'était pas un coup de foudre à la manière des romans à l'eau de rose. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus subtil, de plus déstabilisant. La fascination pour une vie qui semblait encore avoir un sens. Cette femme allait quelque part. Elle avait un but. Elle existait dans le monde réel, alors que lui-même n'était plus qu'un fantôme dans sa propre demeure. Il resta là immobile, sa tasse de café refroidissant entre ses mains, à la regarder disparaître dans la brume. Quand elle fut hors de vue, il se rendit compte qu'il avait retenu son souffle. À cette heure précise, Élise poussa la porte vitrée de la boulangerie. La cloche suspendue au-dessus de l'entrée tinta joyeusement, libérant une bouffée d'air chaud saturé d'odeurs de pain frais, de croissants dorés et de brioches au sucre. Monsieur Moreau, un homme râblé d'une 60aine d'années avec une moustache grisonnante et un tablier blanc maculé de farine, leva les yeux de son pétrin. « Ah, Élise, toujours aussi ponctuelle, ma petite. Entre, entre. J'ai besoin de toi ce matin. On a une grosse commande pour le marché de Neufchâtel. » Élise sourit et accrocha son châle au porte-manteau près de la réserve. Elle aimait Monsieur Moreau. Il l'avait embauchée 10 ans plus tôt, alors qu'elle avait désespérément besoin de travail après le départ de son père. Il ne posait jamais de questions indiscrètes, ne se plaignait jamais quand elle devait partir plus tôt pour s'occuper de sa mère, et glissait régulièrement dans son sac un pain complet ou une tarte aux pommes qui allait se perdre de toute façon. « Comment va Marguerite ?» demanda-t-il en versant de l'eau tiède dans la farine. Élise enfila son tablier et attacha ses cheveux sous un fichu blanc. Elle a passé une mauvaise nuit, les douleurs dans le dos. Sa voix se brisa légèrement. Le médecin dit qu'il faudrait augmenter la morphine, mais ça coûte cher et la mutuelle. Monsieur Moreau hocha la tête avec compassion. « Écoute, ma petite, je ne suis pas riche, tu le sais. Mais si tu as besoin d'un coup de main, même un petit, tu me le dis, d'accord? On n'est pas des sauvages ici. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se détourna pour cacher son émotion et se mit à préparer les plateaux de viennoiserie pour la vitrine. La gentillesse des gens simples. C'était ce qui la tenait debout. Pas les grandes déclarations, pas les promesses dans l'air, juste ces petits gestes concrets qui disaient « Tu n'es pas seul ». La matinée passa rapidement. Les clients se succédèrent. Madame Petit, l'institutrice à la retraite qui venait chercher ses 2 pains au levain, Monsieur Joly, le facteur qui prenait toujours un pain au chocolat avec son café, la jeune Camille Roussel, enceinte de 7 mois, qui faisait des envies bizarres de tartelettes au citron meringué. Élise servait avec le sourire, échangeait quelques mots, plaisantait gentiment. Tout le village la connaissait. Élise, la fille au grand cœur, disèrent les anciens, celle qui aide tout le monde. Vers 11 heures, alors qu'elle remettait de l'ordre dans l'arrière-boutique, la cloche tinta et une voix masculine inconnue retentit. « Bonjour. Pourriez-vous appeler mademoiselle Élise Fournier, s'il vous plaît ?» Élise fronça les sourcils. Elle passa la tête par la porte de la réserve et découvrit un homme d'une 60aine d'années, élégamment vêtu d'un costume gris anthracite et d'un pardessus bleu marine. Il tenait un parapluie noir à la main et dégageait une aura de distinction qui contrastait violemment avec l'ambiance rustique de la boulangerie. « C'est moi, » dit-elle en s'avançant, intriguée. « Je peux vous aider ?» L'homme la regarda avec une expression difficile à déchiffrer, un mélange de respect et de curiosité. « Mademoiselle Fournier, je m'appelle Henri Dubois. Je suis au service de Monsieur Luc Morel, propriétaire du domaine Morel. » Il marqua une pause, comme pour laisser l'information faire son effet. « Mon employeur souhaiterait vous proposer une opportunité professionnelle. » Élise cligna des yeux, complètement déstabilisée. « Une opportunité professionnelle? Mais je ne comprends pas. Je ne connais même pas Monsieur Morel. » Henri hocha la tête. « Je sais que cela peut paraître inhabituel, mademoiselle, mais Monsieur Morel recherche une cuisinière temporaire pour la propriété. Il a entendu parler de vos talents culinaires et de votre réputation de personne fiable et discrète. » Élise sentit le rouge lui monter aux joues. Monsieur Moreau, qui avait suivi la conversation depuis le comptoir, intervint. « Henri Dubois, je me souviens de vous. Vous travailliez déjà pour le vieux Monsieur Morel, le père de Luc, n'est-ce pas? » « En effet, Monsieur Moreau, depuis 42 ans. »
Un silence gêné s'installa. Élise ne savait absolument pas quoi dire. Le domaine Morel. Tout le village en parlait, mais personne n'y allait jamais. C'était le château maudit, la maison du fantôme, toutes ces légendes stupides que les gens racontaient à mi-voix. Luc Morel lui-même était une figure quasi mythique, le milliardaire reclus qui avait tout perdu et qui ne sortait plus depuis des années. Henri sortit une enveloppe crème de la poche intérieure de son pardessus et la tendit à Élise. « Voici une lettre détaillant la proposition. Je ne vous demande pas de répondre immédiatement. Prenez le temps d'y réfléchir. Si vous êtes intéressé, vous trouverez mes coordonnées à l'intérieur. » Il salua poliment, puis quitta la boulangerie en laissant derrière lui un parfum discret d'eau de Cologne et un silence sidéré. Monsieur Moreau siffla doucement. « Eh ben, ça alors, jamais je n'aurais cru voir ça de mon vivant. » Élise fixait l'enveloppe comme si c'était un objet dangereux. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Élise accomplissait ses tâches mécaniquement, l'esprit ailleurs. L'enveloppe était restée dans la poche de son tablier, brûlante comme une braise. Elle ne l'avait pas ouverte, pas encore. Sur le chemin du retour, alors que le soleil déclinait derrière les collines et que le vallon se teintait d'orange et de mauve, elle finit par s'asseoir sur un vieux muret de pierre couvert de mousse. Les mains tremblantes, elle décacheta l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier vergé d'une qualité qu'elle n'avait jamais vue, couverte d'une écriture élégante à l'encre noire. « Mademoiselle Fournier, permettez-moi de me présenter. Je suis Luc Morel, propriétaire du domaine Morel. Par l'intermédiaire de Monsieur Dubois, je souhaiterais vous proposer un emploi temporaire de cuisinière au sein de ma demeure. Les conditions seraient les suivantes. Préparation des repas quotidiens, déjeuner et dîner, présence du lundi au vendredi de 10h à 18h, rémunération 500 € net par mois. Contrat de 3 mois renouvelable. Je sais que cette proposition peut vous paraître étrange. Je vous assure de mon plus grand respect et de ma discrétion. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser sans aucune pression de ma part. Cordialement, Luc Morel, 2500 € par mois. » Élise relut 3 fois le chiffre pour être certaine de ne pas halluciner. C'était presque le double de ce qu'elle gagnait à la boulangerie. Avec une telle somme, elle pourrait payer les médicaments de sa mère, rembourser ses dettes à la pharmacie, peut-être même envisager des soins complémentaires. Mais quelque chose la retenait. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Elle n'était pas une cuisinière professionnelle, juste une fille qui avait appris à faire du pain et quelques plats simples par nécessité. Rien d'exceptionnel. Alors pourquoi un homme riche et reclus comme Luc Morel s'intéresserait-il à elle? Et surtout, que voulait-il vraiment? Ce soir-là, après avoir préparé une soupe de légumes et aidé sa mère à se coucher, Élise s'assit au chevet de Marguerite. La vieille femme avait les joues creuses, la peau presque translucide, les cheveux jadis châtains désormais entièrement blancs et clairsemés. Mais ses yeux conservaient encore cette lueur de vivacité qui faisait dire à Élise que sa mère n'avait pas dit son dernier mot. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie ?» murmura Marguerite d'une voix faible. Élise hésita, puis décida de tout lui raconter. L'homme distingué à la boulangerie, l'enveloppe, la proposition, le salaire incroyable. Marguerite écouta sans l'interrompre, puis laissa échapper un petit rire rauque. Luc Morel. Mon Dieu, ça fait combien de temps que je n'ai pas entendu ce nom. Son père était un homme bien, tu sais, généreux. Il donnait de l'argent pour l'église, pour l'école. Mais le fils, pauvre garçon, tout ce qu'il a traversé. Maman, tu penses que je devrais accepter? Marguerite tendit sa main décharnée et attrapa celle de sa fille. Élise, écoute-moi. Tu as 28 ans. Tu as passé les 10 dernières années à te sacrifier pour moi, à travailler comme une forcenée, à tout donner sans rien demander en retour. Et je t'en suis infiniment reconnaissante, tu le sais. Elle toussa douloureusement. Mais je ne veux pas que tu passes ta vie à être juste la fille dévouée. Tu mérites plus que ça, beaucoup plus. Mais, et si c'est dangereux? Et si cet homme est, je ne sais pas, bizarre? Henri Dubois est un homme respectable. S'il travaille toujours pour les Morel, c'est qu'il y a quelque chose de bon là-bas. Et puis, ma chérie, Marguerite serra plus fort la main d'Élise. Avec cet argent, tu pourrais me payer les traitements expérimentaux dont le docteur Lemaire a parlé. Ceux que la Sécu ne rembourse pas. Peut-être que j'aurais une chance. Élise sentit les larmes rouler sur ses joues. Ne dis pas ça comme ça, maman. On trouvera un autre moyen.
Non, Élise, il n'y a pas d'autre moyen. Accepte cette proposition. Fais-le pour moi, fais-le pour toi, fais-le pour nous. Le lendemain matin, après une nuit blanche, Élise composa le numéro inscrit au bas de la lettre. Une sonnerie. 2, 3. Puis la voix d'Henri Dubois, posée et courtoise. « Résidence Morel, j'écoute. » Élise déglutit avec difficulté. « Monsieur Dubois ?» C'est Élise Fournier. » Un silence. Puis, « Mademoiselle Fournier, quel plaisir de vous entendre. Avez-vous eu le temps de réfléchir à la proposition de Monsieur Morel ?»« Oui, j'accepte. » Les mots étaient sortis presque malgré elle, portés par une impulsion qu'elle ne comprenait pas totalement. Le soulagement dans la voix d'Henri fut palpable. « C'est merveilleux, mademoiselle. Vraiment merveilleux. Pouvez-vous commencer dès lundi prochain ? » ?»« Oui, mais je devrais avertir Monsieur Moreau à la boulangerie. Il aura besoin de me remplacer. » »« Bien entendu. Prenez le temps nécessaire. Lundi à 10 heures, je viendrai vous chercher devant chez vous. Notez bien l'adresse que vous m'avez. Ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Dubois. Je connais le chemin. Je viendrai par mes propres moyens. » Henri marqua une pause, visiblement surpris par cette indépendance, puis acquiesça. « Comme vous voudrez, mademoiselle. »« À lundi, donc. » Élise raccrocha, le cœur battant à tout rompre. C'était fait. Elle avait dit oui. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de franchir une porte qui ne se refermerait jamais tout à fait. Que sa vie, dans toute sa modestie et sa prévisibilité, venait de basculer dans quelque chose d'infiniment plus grand, plus complexe, plus dangereux aussi. Elle ne savait pas qu'au même moment, dans son bureau au rideau tiré, Luc Morel recevait la nouvelle de la bouche d'Henri avec un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement parce qu'elle avait accepté. Terreur parce qu'il ne savait absolument pas pourquoi il avait fait ça, ni ce qu'il attendait vraiment de cette femme, qu'il ne connaissait que par une silhouette dans la brume. Lundi allait venir, et rien ne serait plus jamais pareil. Le lundi matin arriva avec une bruine persistante qui transformait le paysage normand en aquarelle grise. Élise avait à peine dormi. Elle s'était levée avant l'aube, avait préparé le petit déjeuner de sa mère, vérifié 3 fois le contenu de son sac à main, comme si elle partait pour un voyage au bout du monde et non pour une simple journée de travail. Dans le miroir fissuré de la salle de bain, elle avait longuement observé son reflet, les cernes sous ses yeux, les rides naissantes au coin de sa bouche, ses cheveux qu'elle avait attachés en un chignon strict. « Qui étais-tu pour entrer dans ce monde-là » se demanda-t-elle. La réponse lui échappa. À 9h30, elle embrassa Marguerite, enfila son imperméable beige et sortit dans la rue déserte. La pluie fine perlait sur les pavés, tambourinait doucement sur les toits d'ardoise. Quelques villageois la saluèrent depuis leurs fenêtres. Madame Petit, l'institutrice, lui fit un signe de la main accompagné d'un sourire curieux. « Tout le monde sait déjà », pensa Élise avec un pincement au cœur. Dans un village de cette taille, les secrets n'existaient pas. Monsieur Moreau avait certainement raconté la visite d'Henri Dubois à sa femme, qu'il avait répétée à sa sœur, qui en avait parlé au marché. Et voilà. En 48 heures, Élise Fournier était devenue la fille qui travaillait pour le fantôme de la colline. Le chemin jusqu'au domaine Morel lui parut interminable. Elle quitta le sentier habituel du vallon pour emprunter la route goudronnée qui serpentait à flanc de colline. Ses chaussures plates claquaient sur l'asphalte mouillé, faisant fuir les corneilles perchées sur les fils électriques. À mesure qu'elle montait, le village disparaissait derrière elle, avalé par les arbres et la brume. L'impression de s'éloigner de tout ce qui était familier, sûr, compréhensible, la saisit avec une violence inattendue. Puis, au détour d'un virage, elle le vit. Le portail en fer forgé du domaine Morel se dressait devant elle, majestueux et inquiétant à la fois. Les initiales entrelacées LM, Louis Morel, le grand-père de Luc, étaient gravées dans le métal noir. Les piliers de pierre surmontés de leurs lions sculptés semblaient monter la garde, figés dans une éternité silencieuse. Au-delà, l'allée de gravier blanc s'enfonçait entre 2 rangées de tilleuls centenaires, dont les branches dénudées formaient une voûte gothique au-dessus du chemin. Élise poussa le portail. Il céda avec un grincement plaintif qui résonna dans le silence comme un avertissement. Elle remonta l'allée lentement, le cœur battant. La pluie redoublait, trempant ses cheveux, dégoulinant dans son cou, mais elle n'y prêtait plus attention. Toute son attention était concentrée sur la demeure qui se matérialisait peu à peu devant elle. C'était encore plus impressionnant que dans les descriptions qu'on lui en avait faites.
La façade de pierre blonde, noircie par l'humidité, les hautes fenêtres aux volets fermés, le perron monumental, les statues patinées. Tout respirait la grandeur déchue, la splendeur oubliée. On aurait dit un château de conte, mais un conte sombre, sans happy ending. Les jardins alentours étaient à l'abandon. Les rosiers grimpants avaient envahi les grilles, les pelouses ressemblaient à des prairies sauvages, et le bassin central était recouvert de feuilles mortes qui flottaient sur une eau stagnante. Henri Dubois l'attendait en haut des marches, abrité sous le porche, un parapluie noir à la main. « Mademoiselle Fournier, entrez vite, vous allez attraper la mort. » Il la précéda à l'intérieur, refermant derrière elle la lourde porte de chêne sculptée. Élise se retrouva dans un vestibule immense qui lui coupa le souffle. Le sol en damier de marbre noir et blanc, l'escalier double qui montait vers les étages avec sa rampe en fer forgé ouvragé, le lustre de cristal suspendu au plafond haut de 6 mètres, mais un lustre couvert de poussière dont plusieurs pendeloques manquaient. Les murs étaient tapissés de portraits d'ancêtres au regard sévère, de paysages de chasse, de nature morte flamande dans des cadres dorés ternis. Une odeur de renfermé flottait dans l'air, mêlée à celle de la cire ancienne et du bois humide. « C'est impressionnant », murmura Élise, incapable de trouver un autre mot. Henri eut un sourire triste. « La maison a connu des jours meilleurs. J'en ai peur. Autrefois, elle était vivante. Il y avait des réceptions, des concerts dans le salon de musique, des dîners qui réunissaient 30 convives. Madame Morel adorait recevoir. » Il soupira. « Mais tout cela est fini depuis longtemps. » Il la guida à travers un dédale de couloirs sombres, de salons fermés dont on devinait à peine les meubles recouverts de draps blancs, de bibliothèques au rayonnage croulant sous les livres poussiéreux. Élise avait l'impression de traverser un musée abandonné, un lieu hors du temps. Personne ne vit vraiment ici, pensa-t-elle. On survit, tout au plus. Ils atteignirent enfin la cuisine. Contrairement au reste de la maison, cette pièce semblait fonctionnelle, quoique datée. C'était une vaste cuisine à l'ancienne, avec des plans de travail en granit, une immense cuisinière lacanche rouge, un évier de ferme en céramique blanche et des casseroles en cuivre suspendues à des crochets au plafond. Les placards en bois peint crème contenaient une vaisselle dépareillée mais de qualité, de la porcelaine de Limoges, des verres en cristal, des plats en argent massif. « Voici votre domaine, mademoiselle, » dit Henri avec un geste large. « Tout ce dont vous avez besoin devrait être là. Si quelque chose manque, n'hésitez pas à me le demander. Je vous ai laissé une liste des préférences alimentaires de Monsieur Morel sur la table. » Élise s'approcha et découvrit une feuille manuscrite d'une écriture soignée. Celle d'Henri, supposa-t-elle. Luc Morel ne mangeait presque rien, apparemment. Du pain complet, des légumes cuits à la vapeur, du poisson grillé, des fruits. Aucune viande rouge, aucun plat en sauce, aucun dessert. C'est un régime de moine, pensa-t-elle avec une pointe de tristesse. Monsieur Morel prend-il ses repas dans la salle à manger ? Demanda-t-elle. Henri secoua la tête. Non, il préfère manger dans son bureau. Je montrerai les plateaux. Vous n'aurez pas à le voir, sauf s'il en exprime le souhait. Un frisson glacé parcourut Élise, sauf s'il en exprime le souhait. Comme si elle était une servante invisible, un fantôme chargé de nourrir un autre fantôme. Cette idée la mit profondément mal à l'aise. Les 3 premiers jours furent étranges au-delà de toute description. Élise arrivait le matin, préparait les repas selon les instructions laissées chaque soir par Henri sous forme de petits mots. Demain, soupe de potiron, bar grillé, compote de pommes. Dressait les plateaux avec soin, puis repartait en fin d'après-midi sans avoir croisé âme qui vive, à part le vieux majordome. Mais elle sentait quelque chose. Une présence. Un regard. Plusieurs fois en travaillant dans la cuisine, elle avait eu la sensation très nette d'être observée. Elle se retournait brusquement. Personne. Juste le silence oppressant de cette maison trop grande, trop vide. Parfois, elle entendait des pas à l'étage au-dessus, le craquement d'une porte qu'on entrouvrait puis refermait. Un jour, en montant chercher des confitures dans l'office du premier étage, elle avait aperçu une ombre se mouvoir derrière une porte vitrée. Son cœur s'était emballé. Mais quand elle avait atteint l'endroit, il n'y avait plus personne. Luc Morel était un fantôme dans sa propre demeure. Pourtant, elle commença à découvrir des choses sur lui, des indices, des traces, des fragments d'une vie brisée. Dans la cuisine, elle trouva un vieux cahier de recettes manuscrites avec des annotations à l'encre bleue.
Maman adorait cette tarte aux mirabelles. Papa disait que c'était le meilleur coq au vin de Normandie. Les pages étaient cornées, tachées de graisse et de farine. Quelqu'un autrefois avait cuisiné ici avec amour, avec passion. Dans le garde-manger, derrière des bocaux de conserve poussiéreux, elle découvrit une photo encadrée posée à l'envers. Elle la retourna délicatement. Une famille. Un homme d'une 50aine d'années, élégant et souriant, tenant par l'épaule une femme brune magnifique en robe d'été fleurie. Entre eux, un jeune homme d'une 20aine d'années, brun lui aussi avec des yeux gris-bleu intenses et un sourire éclatant. Élise reconnut immédiatement ce regard, celui qu'elle avait senti peser sur elle depuis 3 jours. C'était Luc, mais un Luc d'avant, un Luc vivant. Les parents étaient donc morts. Elle le savait déjà, bien sûr, par les rumeurs du village. Mais voir cette photo, ce bonheur figé dans le temps, rendit la tragédie infiniment plus concrète, plus déchirante. Un soir, en nettoyant les plans de travail avant de partir, elle trouva un nouveau mot d'Henri. Mais l'écriture était différente, plus nerveuse, plus hésitante. Mademoiselle Fournier. Le repas de ce midi était excellent. La soupe avait exactement le goût de celle que ma mère préparait autrefois. Merci. L.M. Élise fixa le bout de papier pendant de longues secondes, le cœur battant étrangement. Il lui avait écrit, directement. Ce n'était que quelques lignes, presque rien. Mais ces mots simples portaient un poids émotionnel qu'elle ne s'expliquait pas. Il y avait de la gratitude, mais aussi quelque chose de plus fragile, de plus désespéré. Un appel silencieux. Le vendredi soir de sa première semaine, alors qu'Élise rangeait les dernières casseroles, un violent orage éclata. Le tonnerre roula sur les collines avec une puissance effrayante, faisant trembler les vitres. Les éclairs illuminèrent la cuisine par intermittence, créant des jeux d'ombre fantastiques sur les murs. La pluie martelait les carreaux avec une fureur apocalyptique. Élise regarda par la fenêtre avec inquiétude. Le chemin du retour allait être un cauchemar. Elle n'avait pas de parapluie, l'avait oublié chez elle ce matin-là. Elle hésitait à partir quand même ou à attendre que l'orage se calme, quand une voix grave résonna derrière elle. « Vous ne pouvez pas rentrer par ce temps. » Élise sursauta violemment, manquant de lâcher le torchon qu'elle tenait. Elle se retourna d'un bloc. Il était là, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, appuyé contre le chambranle, les bras croisés. Luc Morel, en chair et en os. Enfin, il était exactement comme sur la photo, mais en version ravagée. Les mêmes traits, les mêmes yeux gris-bleus, mais creusés par l'insomnie, obscurcis par une douleur profonde. Les cheveux bruns en bataille, une barbe de plusieurs jours, une chemise blanche froissée et un pantalon sombre. Il était pieds nus, ce qui le rendait étrangement vulnérable malgré sa stature imposante, près d'1,85 m. « Monsieur Morel !» balbutia Élise, le souffle coupé. « Je ne vous avais pas entendu. » Il ne bougea pas, la regardant avec une intensité troublante. Pas de manière inappropriée, plutôt comme si elle était un mystère qu'il tentait de déchiffrer. « Henri m'a dit que vous repartiez à pied tous les soirs. C'est de la folie par ce temps. Je vais demander qu'on vous ramène en voiture. » « Non. » Élise avait répondu trop vite, trop fort. Elle se reprit. « Je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Je connais bien le chemin, même sous la pluie. Vous allez vous noyer dans le vallon. Le ruisseau déborde toujours pendant les orages. Un éclair particulièrement violent illumina la pièce, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Élise tressaillit. Luc, lui, ne scia même pas. Il se redressa et s'avança dans la cuisine, ses pas nus ne faisant aucun bruit sur les carreaux de terre cuite. « Asseyez-vous, dit-il d'un ton qui ne souffrait pas la discussion. « Je vais faire du thé. Vous attendrez que l'orage passe. » Élise voulut protester, mais quelque chose dans son regard, une sorte de supplication muette, la stoppa net. Elle s'assit sur l'un des tabourets près de l'îlot central, les mains jointes sur ses genoux, ne sachant absolument pas où poser les yeux. Luc mit la bouilloire sur le feu, sortit 2 tasses en porcelaine fine d'un placard, déposa des sachets de thé Earl Grey dans chacune. Ses gestes étaient précis, méthodiques, presque rituels. Le silence entre eux était épais, presque palpable. Juste le bruit de la pluie qui tambourinait, du tonnerre qui grondait au loin, de la bouilloire qui commençait à chanter. Finalement, Luc posa une tasse fumante devant Élise et s'assit sur le tabouret en face d'elle, sa propre tasse entre les mains. Il la regardait toujours. Ce regard était déconcertant.
Pas hostile, pas séducteur non plus. Juste, curieux, affamé de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. « Vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir ici ?» dit-il soudain, sa voix grave brisant le silence. Élise hocha lentement la tête. « Oui, je ne comprends pas. Je ne suis pas une cuisinière professionnelle. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi. Je ne cherchais pas quelqu'un de qualifié. Je cherchais quelqu'un de vivant. » Le mot résonna étrangement. Vivant. Comme si c'était une denrée rare, précieuse. « Je vous ai vu, » reprit Luc, fixant le fond de sa tasse. « Il y a 2 semaines, vous traversiez le vallon, et j'ai réalisé que ça faisait des années que je n'avais pas vu quelqu'un marcher comme vous le faisiez. »« Comment je marchais ?» demanda Élise, déstabilisée. « Comme si vous alliez quelque part, comme si vous aviez un but, comme si vous apparteniez encore au monde. » Il leva les yeux vers elle. « Moi, je n'appartiens plus à rien depuis longtemps. » Un nouveau silence. Élise sentait des larmes monter dans sa gorge, pas de pitié mais d'empathie. Elle reconnaissait cette douleur. Pas la même, mais de la même nature. La solitude, l'épuisement, la sensation d'être piégée dans une vie qui n'est plus vraiment une vie. « Monsieur Morel, Luc, appelez-moi Luc s'il vous plaît. Les formalités sont ridicules dans une maison vide. »« Luc, reprit-elle doucement, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Mais si c'est juste de la nourriture, je peux vous la préparer et partir. Vous n'avez pas besoin de... » « De quoi ? De me parler, de vous justifier, de... je ne sais pas, de me tenir compagnie par politesse. » Luc esquissa un sourire triste, le premier qu'elle lui voyait. « Et si ce n'était pas par politesse, si c'était parce que pour la première fois depuis 6 ans, j'ai envie de parler à quelqu'un ?» Élise ne savait pas quoi répondre. L'orage continuait de faire rage dehors, mais dans cette cuisine baignée de la lumière chaude d'une lampe suspendue, quelque chose de fragile et de précieux était en train de naître. Quelque chose qui ressemblait à une connexion humaine. À partir de ce soir-là, tout changea. Luc ne se cachait plus. Il apparaissait régulièrement dans la cuisine, s'asseyait sur le tabouret qui était devenu le sien, regardait Élise cuisiner. Parfois il parlait de choses triviales, de la météo, des recettes que sa mère faisait autrefois. Parfois il restait silencieux, simplement présent, comme s'il réapprenait à exister en compagnie d'un autre être humain. Élise, de son côté, découvrait peu à peu l'homme derrière le mythe. Luc n'était pas le monstre reclus que le village imaginait. C'était un homme brisé, mais pas mort, intelligent, cultivé, d'une courtoisie presque désuète. Il avait étudié l'œnologie à Bordeaux, parlait 3 langues, avait voyagé dans le monde entier avant de s'enfermer ici. Il aimait Chopin et Debussy, relisait sans cesse Les Misérables et Madame Bovary, collectionnait les éditions originales de poètes oubliés. Un après-midi, alors qu'elle préparait une tarte normande aux pommes, il lui demanda soudain « Pourquoi êtes-vous restée à Saint-Maurice toute votre vie, Élise ?» C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Quelque chose se serra dans sa poitrine. « Par nécessité », répondit-elle en étalant la pâte. « Quand mon père est parti, ma mère et moi nous sommes retrouvés seuls. Pas d'argent. Pas de famille ailleurs. Je devais travailler, et Monsieur Moreau m'a embauché. Puis maman est tombée malade et... » Elle haussa les épaules. « On ne peut pas partir quand quelqu'un dépend de vous. » Luc hocha lentement la tête. « Votre père vous a abandonné ? Un matin de mars, j'avais 12 ans. Il est parti chercher des cigarettes et n'est jamais revenu. » Elle eut un rire amer. « Cliché, n'est-ce pas? Mais les clichés existent parce qu'ils sont vrais. Je suis désolé. Vous n'avez pas à l'être, ce n'était pas votre faute. » Elle leva les yeux vers lui. « Et vous? Vos parents? » Henri m'a dit qu'ils étaient morts il y a 6 ans. Le visage de Luc se ferma imperceptiblement. Un accident de voiture, sur l'autoroute entre Rouen et Paris. Un camion qui a perdu le contrôle. Ils sont morts sur le coup tous les 2. Sa voix était neutre, presque clinique. On m'a appelé à 3 heures du matin, j'étais à Bordeaux. J'ai pris le premier train, quand je suis arrivé à la morgue. Il s'interrompit, serra les mâchoires. C'est étrange, vous savez. On croit toujours qu'on aura le temps de dire les choses importantes. Je t'aime, merci, pardon. Et puis un jour, le temps s'arrête. Et vous réalisez que vous ne leur avez jamais vraiment dit à quel point ils comptaient. Élise posa son rouleau à pâtisserie, s'essuya les mains sur son tablier et fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle s'approcha de Luc et posa doucement sa main sur son avant-bras. Il le savait, Luc,
Les parents savent toujours. Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Puis, très lentement, il posa sa main sur la sienne. Ils restèrent ainsi quelques secondes, peut-être 10, peut-être 30, Élise ne sut jamais, dans un silence chargé d'émotions indicibles. Puis Luc retira sa main et se leva brusquement. « Je vous laisse travailler. »« Pardon. » Il quitta la cuisine avant qu'elle puisse répondre quoi que ce soit. Mais le monde extérieur, lui, n'avait pas cessé d'exister. Et il n'était pas tendre. Cela commença insidieusement. Des regards appuyés quand Élise traversait le village le dimanche pour aller à la messe. Des conversations qui s'interrompaient brutalement à son passage. Madame Petit, qui ne la saluait plus avec la même chaleur. Le facteur qui ne plaisantait plus comme avant. Puis un jour, alors qu'elle achetait des médicaments à la pharmacie, elle surprit une conversation entre deux femmes dans l'allée voisine. « Tu as entendu ? Paraît qu'elle y va tous les jours maintenant, du lundi au vendredi. Ma pauvre, tu crois vraiment qu'elle va là-bas juste pour cuisiner ? À d'autres, un homme riche et seul, une fille jeune qui a besoin d'argent. Fais le calcul. C'est honteux. Sa mère est mourante et elle... Enfin, tu vois ce que je veux dire. » Élise s'était figée, le tube de morphine dans une main, l'ordonnance dans l'autre. Son sang s'était glacé dans ses veines. Elle voulut se retourner, affronter ces femmes, leur crier qu'elles se trompaient, qu'il ne se passait rien de tel, que Luc était juste un homme brisé qui avait besoin de présence humaine, que tout était parfaitement innocent. Mais elle ne dit rien, parce que quelque chose en elle, une petite voix traître au fond de son âme, murmurait « Vraiment, es-tu si sûr qu'il ne se passe rien ?» Car il y avait ces moments, ces instants fugaces, où leurs mains se frôlaient en se passant une assiette, ces silences complices pendant lesquels ils se comprenaient sans mots, ces regards qui duraient une seconde de trop. Luc ne lui avait jamais fait la moindre avance déplacée, ne s'était jamais comporté de manière inappropriée. Mais quelque chose grandissait entre eux, indéniablement. Quelque chose qui n'avait pas de nom, mais qui existait bel et bien. Les rumeurs enflèrent. On parlait maintenant ouvertement dans le village de la maîtresse du reclus, de la petite Fournier qui avait su tirer son épingle du jeu, de cette fille qui faisait semblant d'être pure alors qu'elle couchait avec un milliardaire. C'était faux, grotesque, monstrueux, mais peu importait la vérité. Dans un village comme Saint-Maurice, la rumeur était plus puissante que les faits. Un soir, Marguerite l'attendait dans la cuisine, le visage grave. « Élise, il faut qu'on parle. » Élise savait. Elle s'assit lourdement sur une chaise épuisée. « Qu'est-ce qu'on raconte, maman ? » ?»« Tu le sais très bien. » Marguerite toussa douloureusement. « Madame Lebrun est venue cet après-midi, soi-disant pour prendre des nouvelles. En réalité, pour me dire que ma fille se compromettait avec Luc Morel. C'est faux, » murmura Élise, les larmes aux yeux. « Je te le jure, maman, c'est faux. Il ne s'est rien passé. Rien. Je prépare ses repas, parfois on parle un peu, c'est tout. Sam, je te crois, ma chérie. Bien sûr que je te crois. » Marguerite tendit une main tremblante et caressa les cheveux de sa fille. Mais la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. La question est, qu'est-ce que tu ressens pour lui ? Élise ouvrit la bouche, prête à nier. Mais aucun son ne sortit. Parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait plus. Au début, c'était juste de la pitié, de la compassion pour un homme souffrant, puis de la curiosité, puis de l'admiration pour son intelligence, sa culture. Et maintenant, elle attendait avec impatience les matins où elle monterait au domaine. Elle choisissait ses vêtements avec plus de soin. Elle se surprenait à penser à lui le soir, à se demander ce qu'il faisait, s'il dormait, s'il souffrait. Elle revoyait ses mains, la ligne de sa mâchoire, la façon dont ses yeux s'illuminaient légèrement quand il souriait, ce qui arrivait de plus en plus souvent. « Mon Dieu, est-ce que je... »« Tu l'aimes, dit Marguerite. Ce n'était pas une question. Non, non, maman, c'est impossible, lui et moi. Nous ne sommes pas du même monde. Et puis il ne me voit pas comme ça. Je suis juste, je ne sais pas, une présence rassurante, rien de plus. Élise, ma chérie, je suis vieille et malade, mais je ne suis pas aveugle. Cet homme a changé depuis que tu travailles pour lui. Henri est venu hier me voir. Oui, lui aussi. Il voulait me remercier. Il m'a dit que Monsieur Luc recommence à vivre, qu'il sort de son bureau, qu'il parle, qu'il sourit, même parfois. Et tout ça, c'est grâce à toi. » Élise secoua la tête, refusant d'entendre. « Ça ne change rien. Les gens pensent ce qu'ils veulent penser. Si je reste, je vais te faire honte. Je vais faire honte à ta mémoire.
La seule honte serait que tu renonces à ton bonheur par peur du regard des autres. Le lendemain, Élise arriva au domaine Morel avec la ferme intention de démissionner. Elle avait préparé un petit discours, des excuses polies mais fermes. Elle lui dirait que c'était mieux ainsi, pour tout le monde, que les rumeurs devenaient insupportables, qu'elle ne voulait pas lui causer d'ennui. Mais quand elle entra dans la cuisine, elle trouva Henri qui l'attendait, le visage inhabituellement sombre. « Mademoiselle Fournier, Monsieur Luc souhaite vous voir immédiatement, dans la bibliothèque. » Le cœur d'Élise manqua un battement. « Il sait? Pour les rumeurs ?» Henri hocha gravement la tête. « Il sait. » Élise suivit le majordome à travers les couloirs, les jambes tremblantes. La bibliothèque était une pièce majestueuse aux murs tapissés de livres du sol au plafond, avec une cheminée de marbre noir dans laquelle brûlait un feu. Luc se tenait devant, de dos, les mains croisées derrière lui. Il portait un costume sombre impeccable. Elle ne l'avait jamais vu aussi élégant. « Élise, dit-il sans se retourner, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'assit dans un fauteuil Voltaire en cuir rouge, les mains jointes sur ses genoux, le cœur battant à tout rompre. Luc se tourna enfin vers elle. Son visage était dur, fermé, presque froid. « J'ai appris ce qu'on racontait au village, dit-il d'une voix tendue. Henri m'a tout rapporté, les rumeurs, les accusations. » Il s'approcha d'elle, la dominant de toute sa hauteur. « Je suis profondément désolé. Je ne voulais pas que cela arrive. Je n'avais pas réalisé à quel point les gens pouvaient être. » Il chercha le mot, « c'est cruel. Ce n'est pas votre faute, monsieur. Luc. Si, c'est entièrement ma faute. » Il se passa une main dans les cheveux, un geste de frustration rare chez lui. « J'ai été égoïste. J'ai pensé à moi, à ce dont j'avais besoin, sans réfléchir aux conséquences pour vous. Vous ne pouviez pas savoir. Je devais savoir. » Il haussa le ton pour la première fois, puis se reprit immédiatement. « Pardon, je ne voulais pas crier. » Il s'accroupit devant elle à hauteur de ses yeux. « Élise, écoutez-moi. Je vais arranger les choses. Je vais faire en sorte que ces rumeurs s'arrêtent. » « Comment ? Vous ne pouvez pas contrôler ce que pensent les gens. »« Non, mais je peux leur montrer qu'ils se trompent. » Il se releva et marcha vers le grand bureau d'acajou dans un coin de la pièce. Il en sortit une enveloppe scellée. « Je vais sortir de cette maison, pour la première fois depuis 6 ans, et je vais aller au village, avec vous. » Élise écarquilla les yeux incrédule. « Quoi ? Non, Luc, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas obligé de... »« Si, je suis obligé. » Il s'agenouilla devant elle de nouveau, prit ses mains dans les siennes. C'était la première fois qu'il la touchait vraiment, consciemment. Ses mains étaient chaudes, légèrement calleuses. « Vous m'avez redonné envie de vivre, Élise. Vous m'avez sorti de ma tombe. Vous croyez que je vais laisser une bande d'imbécots médisants vous détruire? Jamais. » Les larmes roulaient maintenant sur les joues d'Élise. « Les gens vont vous juger. Ils vont dire que vous ne sortez que pour me défendre, que c'est la preuve qu'il y a quelque chose entre nous. » Et alors? Il sourit, un vrai sourire, lumineux. Peut-être qu'ils auront raison. Le temps s'arrêta. Élise le regardait, incapable de respirer. Qu'est-ce qu'il venait de dire? « Luc, je ne vous demande rien, Élise. Je ne vous fais aucune promesse. Je ne sais même pas ce que je ressens exactement. Tout ce que je sais, c'est que depuis que vous êtes dans ma vie, je ne suis plus complètement mort. Et si cela doit faire scandale, alors qu'il y ait scandale. Mais je ne vous abandonnerai pas. » Le samedi suivant, à 11h du matin, Luc Morel descendit dans le village pour la première fois depuis 6 ans. Il portait un costume sombre élégant, une écharpe de cachemire, et marchait aux côtés d'Élise, qui avait revêtu sa plus belle robe, celle en laine bleue, qu'elle gardait pour les grandes occasions. Henri les suivait à distance respectueuse, un parapluie sous le bras au cas où. L'effet fut immédiat. Les gens s'arrêtaient dans la rue, bouche bée. Les rideaux des fenêtres frémissaient, des têtes se penchaient au balcon. On aurait dit l'apparition d'un fantôme, ce qui, en un sens, était exactement ça. Luc ne se cachait pas. Il marchait droit, la tête haute, et saluait poliment les villageois qu'il croisait. Certains répondaient, tétanisés. D'autres détournèrent le regard, gênés. Ils entrèrent d'abord chez M. Moreau. Le boulanger faillit lâcher son plateau de brioches en les voyant. « Mon Dieu, M. Morel. »« Bonjour, M. Moreau, » dit Luc avec une courtoisie impeccable. « Je tenais à vous remercier personnellement d'avoir pris soin d'Élise toutes ces années. Elle m'a dit tout le bien que vous lui avez fait. C'est une jeune femme remarquable et elle le doit en grande partie à votre bienveillance. »
Monsieur Moreau rougit comme un adolescent. Je n'ai fait que... Enfin, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. La gentillesse n'est jamais normale. C'est un choix, et vous avez fait le bon. Ils ressortirent sous les regards ahuris des clients. Luc et Élise continuèrent leur marche. Ils s'arrêtèrent à la pharmacie, où Luc régla discrètement toutes les dettes accumulées par Marguerite, malgré les protestations véhémentes d'Élise. Ils visitèrent l'église, où le père Mathieu les accueillit avec émotion, puis le bureau de poste, l'épicerie, le café de la place. À chaque arrêt, Luc répétait le même message. Élise Fournier était une employée irréprochable et une personne d'une intégrité rare. Tous ceux qui insinuaient le contraire ne faisaient que révéler leur propre mesquinerie. Sur la place centrale, une petite foule s'était formée. Madame Lebrun, celle qui avait été voir Marguerite pour prendre des nouvelles, osa s'approcher. « Monsieur Morel, nous sommes tous très surpris de vous voir. On se demandait juste... » Enfin, Élise travaille chez vous depuis plusieurs semaines maintenant et... Luc la coupa d'une voix glaciale. « Et vous vous demandez si nous couchons ensemble, c'est ça ?» Un silence de plomb tomba sur la place. Madame Lebrun devint écarlate. « Non, je ne... Si, c'est exactement ce que vous pensez tous. » Luc balaya l'assemblée du regard. « Alors laissez-moi être clair. Ce qui se passe, ou ne se passe pas, entre mademoiselle Fournier et moi, ne regarde que nous. Mais puisque vous semblez incapable de faire preuve d'un minimum de décence, je vais vous dire ceci. Élise Fournier m'a sauvé la vie, pas au sens figuré, au sens propre. J'étais en train de mourir dans cette maison, et elle m'a redonné une raison de me lever le matin. Alors oui, je la respecte, oui, je l'admire. Et oui, si quelqu'un d'entre vous ose encore médire sur elle, il aura affaire à moi. Et croyez-moi, vous ne voulez pas avoir affaire à moi. » Il prit la main d'Élise devant tout le monde et la serra doucement. « Merci pour votre attention, bonne journée. » Ils repartirent sous les regards médusés, laissant derrière eux un village en état de choc. Sur le chemin du retour vers la propriété, Élise marchait en silence, encore tremblante de ce qui venait de se passer. Luc, lui, semblait étrangement serein. Quand ils atteignirent le portail du domaine, il se tourna vers elle. « Vous m'en voulez ?» demanda-t-il doucement. « Vous en vouloir ? Luc, vous venez de... » Elle chercha ses mots. « Vous venez de détruire 6 ans de réclusion pour moi. Vous vous êtes exposé, vous avez... J'ai fait ce qui était juste. » Il sourit. « Et puis, vous savez quoi ? Ça fait un bien fou de respirer l'air extérieur. » Élise rit à travers ses larmes. Puis, dans un élan qu'elle ne contrôla pas, elle se jeta dans ses bras. Luc se figea une seconde, surpris. Puis, lentement, il referma ses bras autour d'elle et la serra contre lui. Ils restèrent ainsi, enlacés devant le portail du domaine Morel, tandis que le soleil de novembre perçait enfin à travers les nuages. Quelque chose venait de basculer, irrémédiablement. Les jours qui suivirent la descente au village furent étranges. Ni bons ni mauvais, simplement différents, comme si le monde avait subtilement changé d'axe. Élise continuait de venir travailler au domaine Morel du lundi au vendredi, mais l'atmosphère n'était plus la même. Quelque chose s'était brisé, ou plutôt, quelque chose s'était ouvert. Une porte qu'on ne pouvait plus refermer. Luc ne se cachait plus. Il descendait souvent dans la cuisine, s'asseyait à la grande table en bois, lisait le journal en sirotant son café pendant qu'Élise préparait les repas. Parfois il l'aidait, maladroitement certes, ses mains habituées aux livres et aux chiffres, ne sachant pas vraiment pétrir une pâte ou émincer des oignons. Mais il essayait, et Élise trouvait touchant de voir cet homme, autrefois si distant et inaccessible, rire de ses propres erreurs, la farine sur le nez, les manches retroussées. « Je crois que j'ai raté la béchamel », dit-il un mardi après-midi en contemplant d'un air désolé une casserole remplie d'une mixture grumeleuse. Élise jeta un œil et ne put retenir un sourire. « Raté est un euphémisme, on dirait du ciment. »« Merci pour votre franchise brutale », répondit Luc avec un sourire en coin. « Je pensais pourtant avoir suivi la recette à la lettre. » Cuisiner, ce n'est pas juste suivre une recette, c'est sentir, écouter, s'adapter, un peu comme vivre en fait. Luc la regarda longuement, cette phrase résonnant en lui d'une manière qu'il ne s'expliquait pas complètement. « Vous êtes sage, Élise Fournier. »« Non, juste fatigué de prétendre que tout est prévisible. » Mais sous cette apparente normalité, une tension grandissait. Pas une tension négative, plutôt une sorte de charge électrique entre eux, une conscience aiguë de la présence de l'autre. Leurs mains se frôlaient de plus en plus souvent.
Leurs regards se croisaient et restaient accrochés une seconde de trop. Leur conversation dérivait vers des territoires plus intimes, les regrets, les peurs, les rêves abandonnés. Un soir de fin novembre, alors que la nuit tombait tôt et que la pluie tambourinait contre les carreaux, Luc demanda soudain « Élise, si vous pouviez vivre n'importe où, faire n'importe quoi, sans contrainte, que choisiriez-vous » Elle s'arrêta de laver la vaisselle, les mains plongées dans l'eau savonneuse, et réfléchit sérieusement. « Je ne sais pas. Personne ne m'a jamais posé cette question. » Elle rinça une assiette, la posa sur l'égouttoir. « J'aurais aimé étudier. La littérature peut-être, ou l'histoire de l'art. J'aimais ça au lycée avant de devoir arrêter pour travailler. Pourquoi ne reprendriez-vous pas maintenant ?» Elle le regarda comme s'il avait suggéré quelque chose d'absurde. « Maintenant ? Luc, j'ai 28 ans. Ma mère est mourante. Je n'ai pas d'argent pour des études. Et puis, elle haussa les épaules. À quoi bon? Ma vie est tracée. Je suis la fille du village qui s'occupe de sa mère. C'est tout. Et si ce n'était pas tout? Il s'était levé, s'approchant d'elle lentement. Élise sentit son cœur s'accélérer. Il se tenait maintenant juste derrière elle, assez proche pour qu'elle sente la chaleur de son corps, assez loin pour ne pas franchir une ligne invisible. « Élise, vous avez transformé ma vie en quelques semaines. Vous m'avez redonné. Je ne sais même pas comment dire. Un sens? Une raison? Un espoir ?» Sa voix était basse, presque rauque. « Et vous croyez vraiment que votre propre vie est terminée? Que vous n'avez plus rien à attendre ?» Elle se retourna lentement, se retrouvant face à lui, dangereusement proche. Les gouttes d'eau savonneuse coulaient de ses mains, mais elle ne bougeait plus. « Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, Luc ?» Il leva une main, hésita, puis effleura doucement sa joue du bout des doigts. « Je suis en train de vous dire que je ne sais plus comment vivre sans vous. » Le silence qui suivit était assourdissant. Juste le bruit de la pluie, du feu qui crépitait dans la cheminée du salon voisin, de leur respiration légèrement accélérée. Élise aurait dû reculer, aurait dû dire que c'était impossible, que tout allait trop vite, qu'ils venaient de mondes trop différents. Mais elle ne dit rien, parce que quelque chose en elle, quelque chose qu'elle avait réprimé pendant des semaines, venait de se briser. « Moi non plus », murmura-t-elle. Luc ferma les yeux comme soulagé d'un poids immense. Puis avec une lenteur infinie, il se pencha vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent, un baiser d'une douceur tremblante, hésitant, presque timide. Pas un baiser de passion dévorante, mais quelque chose de plus rare, un baiser de reconnaissance. Comme si deux âmes perdues se retrouvaient enfin. Quand ils se séparèrent, Élise avait les larmes aux yeux. « J'ai peur, Luc. Moi aussi. Tout le monde va dire que je t'ai piégé. Que je cherchais ton argent depuis le début. Tout le monde peut aller au diable. » Elle rit malgré elle, essuya ses larmes du revers de la main. « Ce n'est pas si simple. Non, mais rien de valable ne l'est jamais. » 3 semaines plus tard, par une nuit glaciale de décembre, Marguerite Fournier mourut. Ce n'était pas inattendu. Le médecin avait prévenu Élise que la fin était proche. Mais quand l'infirmière de nuit appela à 2 heures du matin pour dire que c'était fini, Élise s'effondra. Elle était seule chez elle quand le téléphone sonna. Luc lui avait proposé de rester dormir au domaine cette nuit-là. Il sentait qu'elle était épuisée, au bord du gouffre, mais elle avait refusé, ne voulant pas laisser sa mère seule. Et maintenant, Marguerite était partie. Partie sans qu'Élise soit à ses côtés. Partie dans son sommeil, doucement, probablement sans souffrir. Mais partie quand même. Élise ne pleura pas immédiatement. Elle resta assise sur le carrelage froid de la cuisine, le téléphone encore à la main, incapable de bouger. Le vide. Un vide si immense, si total, qu'elle ne savait même plus comment respirer. Elle devait appeler quelqu'un, les pompes funèbres, le prêtre. Mais ses doigts ne répondaient plus. Alors, presque machinalement, elle composa le numéro qu'elle connaissait désormais par cœur. Une sonnerie. 2, 3. Puis la voix endormie de Luc. « Allô, Luc ?» Sa voix se brisa. « Elle est partie. » Un silence. Puis, « J'arrive. » 15 minutes plus tard, un record sur les routes sinueuses de nuit, Luc était devant chez elle. Il avait enfilé un pardessus sur son pyjama, les cheveux en bataille, pas rasés. Il entra sans frapper et trouva Élise exactement dans la même position, assise par terre, fixant le vide. Il s'agenouilla devant elle, prit son visage entre ses mains. « Élise, regarde-moi. » Elle leva des yeux vides vers lui. « Je n'étais pas là quand elle... »
Tu as été là toute sa vie, chaque jour, chaque nuit. Tu as sacrifié ta jeunesse pour elle. Ne te fais pas ça. Mais elle est morte seule. Non. Luc la serra contre lui, caressant ses cheveux. Elle savait qu'elle était aimée. C'est tout ce qui compte. Élise s'accrocha à lui et enfin explosa en sanglots. Pas des pleurs discrets, des sanglots violents, incontrôlables, qui secouaient tout son corps. 10 ans de fatigue accumulée, de peur, de sacrifice, de douleur refoulée. Tout sortait d'un coup. Et Luc la tenait, solide comme un roc, murmurant des mots apaisants en français que sa propre mère lui chantait autrefois. Henri arriva peu après, ayant suivi Luc dans la nuit. Lui et Luc s'occupèrent de tout, appeler les pompes funèbres, prévenir le prêtre, contacter les quelques membres de famille éloignés. Élise était incapable de prendre la moindre décision. Elle était anesthésiée, comme si une partie d'elle-même était morte avec Marguerite. L'enterrement eut lieu 4 jours plus tard, un jeudi matin brumeux typiquement normand. L'église romane de Saint-Maurice-sur-Bresle était remplie à craquer, bien plus que ce qu'Élise aurait imaginé. Tous les villageois étaient venus, même ceux qui l'avaient critiqué quelques semaines plus tôt. La mort avait ceci de particulier qu'elle effaçait temporairement les mesquineries. Élise se tenait au premier rang, vêtue d'un tailleur noir simple que Luc avait insisté pour lui acheter. Elle n'avait rien de convenable pour des funérailles. À sa droite, Luc, à sa gauche, Henri. Derrière elle, Monsieur Moreau et sa femme, le facteur, Madame Petit, le médecin, le pharmacien. Tous ces gens qui avaient traversé la vie de Marguerite et par extension la sienne. Le père Mathieu officia une cérémonie simple mais touchante, parlant de Marguerite comme d'une femme de foi et de courage qui avait élevé seule sa fille dans la dignité malgré les épreuves. Quand vint le moment de l'éloge funèbre, Élise devait normalement prendre la parole, mais elle ne pouvait pas. Les mots refusaient de sortir. Sa gorge était nouée, ses jambes tremblaient. Ce fut Luc qui se leva. Il monta lentement vers le pupitre, sous les regards surpris de l'assemblée. Un murmure parcourut l'église. Luc Morel, qui n'avait pas mis les pieds ici depuis l'enterrement de ses propres parents, venait parler pour Marguerite Fournier. Il posa ses mains sur le pupitre en bois patiné, regarda l'assemblée puis commença d'une voix claire et posée. « Je n'ai pas eu l'honneur de connaître Madame Fournier, aussi bien que beaucoup d'entre vous. Mais j'ai eu la chance de connaître sa fille, Élise. Qu'à travers elle, j'ai compris qui était Marguerite. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Marguerite Fournier a élevé une femme exceptionnelle, une femme qui s'est donnée sans compter, aimer sans condition, tenir debout quand tout s'effondre. Ces qualités ne viennent pas de nulle part. Elles sont le reflet d'une mère qui, malgré la maladie, malgré les difficultés financières, malgré l'abandon de son mari, n'a jamais cessé d'enseigner à sa fille les vraies valeurs, la dignité, la compassion, la force tranquille. Sa voix se fit plus douce, presque intime. Récemment, j'étais moi-même perdu. J'avais perdu mes parents et, avec eux, ma foi en l'humanité. Je m'étais enfermé dans une maison vide, persuadé que la vie n'avait plus rien à m'offrir. Il chercha Élise du regard. Puis Élise est entrée dans ma vie, et avec elle, l'héritage de Marguerite. La preuve vivante que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la bonté peuvent survivre. Des sanglots étouffés résonnèrent dans l'église. Monsieur Moreau s'essuya les yeux avec un mouchoir. Madame Petit renifla bruyamment. Même Henri, d'habitude si stoïque, avait les yeux humides. « Madame Fournier, si vous m'entendez là où vous êtes, continua Luc, sachez que votre fille est devenue exactement la femme que vous vouliez qu'elle soit, et qu'elle ne sera jamais seule, plus jamais. » Il regarda de nouveau Élise, et dans ses yeux, elle lut une promesse silencieuse. Les semaines qui suivirent les funérailles furent les plus difficiles de la vie d'Élise. La maison en pierre, autrefois remplie de la présence de Marguerite, même affaiblie, même malade, était désormais terriblement vide. Chaque objet racontait une histoire. La vieille théière ébréchée, le châle de laine sur le dossier du fauteuil, les lunettes de lecture oubliées sur la table de nuit. Élise ne pouvait pas y dormir. Elle passait ses nuits à errer dans les pièces, incapable de fermer l'œil. Au bout d'une semaine, Luc lui proposa de venir s'installer temporairement au domaine. « Il y a 30 chambres dans cette maison, » dit-il avec un sourire triste. « Tu peux en choisir une, à l'autre bout du couloir si tu veux. Mais au moins, tu ne seras pas seule. » Élise accepta. Elle emballa quelques affaires dans une valise, ferma la porte de la maison familiale et suivit Luc. La chambre qu'Henri lui prépara était magnifique. Une grande pièce au premier étage avec vue sur le vallon,
un lit à baldaquin au drap de lin blanc, une cheminée de marbre, un secrétaire ancien où elle pourrait écrire si elle le souhaitait. C'était trop beau, trop luxueux pour elle. Mais étrangement, elle s'y sentit en sécurité. Les jours passèrent. Élise continua de cuisiner, mais maintenant, elle le faisait autant pour elle que pour Luc. Ils prenaient leur repas ensemble, dans la cuisine plutôt que dans la salle à manger formelle. Ils parlaient beaucoup, de Marguerite bien sûr, mais aussi de l'avenir, de ce qu'Élise voulait faire maintenant qu'elle était libre de choisir. Libre, répéta-t-elle un soir avec amertume. Quel mot horrible! Comme si la liberté était une récompense pour avoir perdu quelqu'un. Ce n'est pas une récompense, c'est une responsabilité, répondit Luc. Ta mère ne voudrait pas que tu passes le reste de ta vie à pleurer. Elle voudrait que tu vives, vraiment. Mais je ne sais même pas par où commencer. Ce fut Henri qui eut l'idée. Un après-midi de janvier, alors que la neige recouvrait doucement les jardins du domaine, le vieux majordome entra dans la cuisine où Élise et Luc buvaient du thé. « Monsieur Luc, si je peux me permettre, j'ai réfléchi à quelque chose. Je vous écoute, Henri. Cette maison est beaucoup trop grande pour nous trois, et elle dépérit un peu plus chaque année, mais elle a tant de potentiel. » Il hésita. « Et si nous en faisions quelque chose d'utile? Pour le village? Pour la région ?» Luc fronça les sourcils, intrigué. « Que voulez-vous dire? Un centre culturel, une bibliothèque ouverte à tous, des salles pour des ateliers de peinture, de musique, d'écriture, un lieu où les gens pourraient se rassembler, apprendre, créer. Cette région manque cruellement d'espaces comme celui-ci. » Élise sentit quelque chose s'allumer en elle. Un centre culturel, un lieu de vie, de partage, de transmission. L'exact opposé du mausolée que la maison était devenue. « C'est une idée magnifique, Henri, » murmura-t-elle. Luc regardait son majordome avec une expression indéchiffrable. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage, le premier vrai sourire depuis longtemps. « Vous êtes un génie, mon vieil ami. » À partir de ce jour, tout changea. Le domaine Morel, qui avait été un lieu de mort et d'isolement, devint un chantier d'espoir. Luc engagea des architectes, des artisans locaux, des décorateurs. Mais il impliqua aussi les villageois dans le projet, organisant des réunions publiques à la mairie pour recueillir leurs idées. Que voudraient-ils trouver dans ce centre culturel? Une bibliothèque avec des livres pour adultes et enfants? Des salles pour des concerts de musique classique ou de jazz? Un atelier de poterie? Un espace d'exposition pour les artistes locaux? Les propositions affluèrent, et avec elles, quelque chose de miraculeux se produisit. Le village se réconcilia avec Luc Morel. Les gens comprirent que cet homme n'était pas le monstre froid et distant qu'ils imaginaient, mais un être humain blessé qui cherchait un moyen de se reconnecter au monde. Élise, de son côté, se découvrit une passion pour l'organisation et la gestion de projets. Elle coordonnait les différents intervenants, gérait les plannings, s'occupait de la communication avec la presse locale. Elle, qui pensait ne rien savoir faire d'autre que cuisiner et aider les autres, découvrait qu'elle avait d'autres talents. Le talent de rassembler les gens, de créer des ponts, de transformer une vision en réalité. Un soir, alors qu'ils examinaient les plans étalés sur la grande table de la bibliothèque, Luc posa soudain sa main sur celle d'Élise. « Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? »« Quoi? Je lis des plans, c'est tout. »« Non. » Il sourit. « Tu es en train de sauver cette maison, de lui redonner un sens, exactement comme tu m'as sauvé moi. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais des larmes différentes de celles qu'elle avait versées pendant des semaines. Des larmes de gratitude, de soulagement, peut-être même de joie timide. « Luc, je crois que je suis en train de guérir. »« Je sais, moi aussi. » Un soir de mars, alors que le printemps commençait à percer sous la neige fondante, Luc demanda à Élise de le rejoindre dans le jardin. Il avait préparé un feu dans l'ancien brasero de pierre, installé 2 chaises longues et apporté une bouteille de vin rouge, un grand cru du domaine Morel, datant de l'année de naissance d'Élise. Ils s'assirent côte à côte, enveloppés dans des plaids de laine, regardant les flammes danser et les étoiles scintiller dans le ciel dégagé. « Élise, il faut qu'on parle, » dit Luc après un long silence. Le cœur d'Élise se serra. Cette phrase, jamais rien de bon ne suivait cette phrase. « D'accord, » murmura-t-elle en se préparant au pire. « Je t'aime. » Elle se figea, le verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. « Quoi? Je t'aime, » répéta Luc en se tournant vers elle. « Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut-être la première fois que je t'ai vu traverser le vallon,
Peut-être le jour où tu as pleuré dans mes bras après la mort de ta mère. Peut-être ce matin où tu as ri en voyant Henri essayer de porter 3 cartons à la fois et trébucher dans les escaliers. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime et que je ne veux pas passer le reste de ma vie à faire semblant que ce n'est pas vrai. Élise ne savait pas quoi dire. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. « Luc, tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Je ne te demande rien. Pas de promesses, pas d'engagement. Je voulais juste que tu saches. » Il se leva, comme pour partir, mais Élise attrapa sa main. « Attends. » Il se rassit, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je t'aime aussi, » dit-elle d'une voix tremblante. « Mais j'ai peur. » « De quoi ? » « De tout. Que tu te réveilles un jour et réalises que je ne suis qu'une fille de village sans éducation, sans fortune, sans rien à t'offrir. Que les gens disent que je t'ai manipulé, que j'ai profité de ta solitude. Que, elle inspira profondément, que je ne sois pas assez bien pour toi. » Luc se pencha vers elle, prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, Élise Fournier. Tu es la personne la plus courageuse, la plus vraie, la plus pure que j'ai jamais rencontrée. Tu as transformé ma vie. Tu as redonné un sens à cette maison. Tu as fait revenir les gens dans ma vie. Et tu oses dire que tu n'es pas assez ? Mais je n'ai rien. Tu as tout ce qui compte. Un cœur immense, une force tranquille, la capacité d'aimer malgré tout ce que tu as traversé. » Il l'embrassa doucement. « Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Je te demande juste d'être toi. C'est tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin. » Élise ferma les yeux, laissant couler les larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. « Alors oui, je veux essayer, avec toi. » Ils s'embrassèrent de nouveau, plus longtemps cette fois, tandis que le feu crépitait et que la nuit les enveloppait de son manteau étoilé. 6 mois plus tard, par un samedi ensoleillé de septembre, exactement 1 an après la première fois qu'Élise avait franchi le portail du domaine Morel, le centre culturel Marguerite Fournier ouvrit officiellement ses portes. Luc avait insisté pour nommer le centre en l'honneur de la mère d'Élise. Sans elle, tu n'aurais pas été toi, et sans toi, rien de tout ceci n'existerait. Une plaque de bronze avait été installée à l'entrée. Centre culturel Marguerite Fournier. Un lieu où la culture, l'art et la communauté se rencontrent. Inauguré le 15 septembre 2025. Des centaines de personnes étaient venues pour l'inauguration. Pas seulement de Saint-Maurice-sur-Bresle, mais de toute la région. Des journalistes, des élus locaux, des artistes, des enseignants, des familles avec enfants. Le préfet de Normandie lui-même avait fait le déplacement, impressionné par l'ampleur du projet. La propriété avait été magnifiquement transformée. L'aile ouest abritait désormais une bibliothèque moderne avec des milliers de livres, des espaces de lecture confortables et une section jeunesse colorée. L'aile contenait des ateliers d'art, peinture, sculpture, poterie, photographie. Le grand salon avait été converti en salle de concert avec une acoustique parfaite. Les anciennes écuries abritaient un café-restaurant où Élise préparait chaque jour des pâtisseries normandes traditionnelles. C'était devenu son domaine, et elle adorait ça. Les jardins avaient été restaurés et transformés en parc public avec des sentiers de promenade, des bancs, un jardin potager communautaire et une aire de jeux pour enfants. La vie avait repris ses droits. Lors du discours inaugural, Élise se tenait sur l'estrade temporaire installée devant le perron, le micro tremblant légèrement dans sa main. Elle portait une robe simple, en lin bleu clair, les cheveux détachés, ondulant dans la brise légère. Luc se tenait légèrement en retrait, la regardant avec une fierté évidente. « Mesdames, messieurs, » commença-t-elle d'une voix hésitante. « Il y a 1 an, j'étais une fille de village qui ne pensait jamais sortir de sa routine. Je travaillais à la boulangerie, je m'occupais de ma mère malade et j'avais arrêté de rêver depuis longtemps. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Et puis j'ai rencontré Luc Morel, un homme que tout le village pensait mort à l'intérieur. Mais il n'était pas mort. Il était juste, en attente de quelque chose qui lui redonne une raison de se battre. » Elle regarda Luc, qui lui sourit doucement. « Nous avons tous traversé des épreuves. Ma mère est décédée il y a quelques mois. Luc a perdu ses parents il y a des années. Beaucoup d'entre vous ont perdu des êtres chers, ont connu la solitude, la peur, le doute. Mais nous sommes toujours là, et ce centre est la preuve que même dans les moments les plus sombres, il est possible de reconstruire, de transformer la douleur en beauté,
la solitude en communauté, le désespoir en espoir. Des applaudissements commencèrent à monter de la foule. Ce lieu porte le nom de ma mère, Marguerite Fournier. Elle m'a appris que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. La dignité qu'on garde même quand tout s'effondre. La force de continuer malgré tout. Sa voix se brisa légèrement. « Maman, où que tu sois, j'espère que tu es fière. J'espère que tu vois ce que ton amour a permis de créer. » Elle essuya discrètement une larme et conclut « Bienvenue au Centre culturel Marguerite Fournier. Que ce lieu soit pour vous tous un espace de rencontre, de découverte, de création. Et surtout, un rappel que nous ne sommes jamais vraiment seuls. » L'ovation fut assourdissante. Les gens se levèrent, applaudirent. Certains pleuraient. Monsieur Moreau sanglotait ouvertement dans les bras de sa femme. Le père Mathieu hochait la tête avec émotion. Même Madame Lebrun, celle qui avait médité sur Élise, applaudissait avec enthousiasme. Luc monta sur l'estrade et serra Élise dans ses bras devant tout le monde. Ce n'était plus un geste scandaleux, c'était simplement l'évidence. Automne 2026. Le Centre culturel Marguerite Fournier était devenu le cœur battant de la région. Des centaines de personnes le visitaient chaque semaine. Les ateliers d'art affichaient complets. La bibliothèque était toujours remplie d'enfants et d'adultes plongés dans leur lecture. Le café-restaurant d'Élise était devenu une institution locale. On venait de loin pour goûter ses tartes aux pommes normandes et ses crêpes au cidre. Luc et Élise vivaient ensemble dans une aile restaurée de la propriété. Pas dans la chambre de maître où Luc avait souffert pendant des années, mais dans un petit appartement lumineux avec vue sur le vallon. C'était modeste comparé au reste de la demeure, mais c'était leur chez eux. Ils ne s'étaient pas mariés. Pas encore. Peut-être qu'ils le feraient un jour, peut-être pas. Ce n'était pas important. Ce qui importait, c'était qu'ils se réveillaient chaque matin, l'un à côté de l'autre, qu'ils travaillaient ensemble au centre, qu'ils partageaient leurs repas, leur silence, leur rire. Luc avait recommencé à s'occuper activement du vignoble familial, produisant de nouveaux crus qu'il baptisait de noms liés à leur histoire, Vallon des Brumes, Renaissance, Marguerite. Élise avait repris des études à distance en histoire de l'art. Luc avait insisté pour financer sa formation, et cette fois, elle avait accepté sans honte. Henri, désormais à la retraite mais toujours présent au centre, s'était découvert un talent pour raconter des histoires aux enfants. Chaque mercredi après-midi, il animait un atelier de contes normands dans la bibliothèque, captivant son jeune public avec des légendes de fées, de chevaliers et de châteaux hantés. La maison familiale d'Élise avait été transformée en gîte touristique. Les revenus allaient directement au centre culturel pour financer des activités gratuites pour les familles défavorisées. Un soir d'octobre, alors que les feuilles des tilleuls prenaient des teintes dorées et que le soleil couchant embrasait le vallon, Élise et Luc marchaient main dans la main sur le chemin où tout avait commencé. « Tu te souviens de la première fois que je t'ai vu ici ?» demanda Luc. « Comment pourrais-je l'oublier? C'est là que ma vie a basculé. La mienne aussi. » Il s'arrêta, la fit se retourner face à lui. « Élise, est-ce que tu es heureuse ?» Elle réfléchit sérieusement à la question. Heureuse. 1 an plus tôt, elle n'aurait même pas su ce que ce mot signifiait vraiment. Mais maintenant, oui, dit-elle doucement, pas d'un bonheur parfait, sans nuages, comme dans les contes de fées, mais d'un bonheur réel, fait de petites choses. Un café partagé le matin, ton sourire quand un enfant te pose 1000 questions à la bibliothèque, l'odeur du pain qui sort du four, le bruit de la pluie sur les carreaux. Elle sourit. C'est ça le bonheur, pas une destination, un chemin qu'on parcourt ensemble. Luc l'embrassa tendrement. « Je t'aime, Élise Fournier. Je t'aime, Luc Morel. » Ils reprirent leur marche, enlacés, tandis que la nuit tombait doucement sur la Normandie. Au loin, les lumières du centre culturel Marguerite Fournier s'allumaient une à une, transformant l'ancienne demeure du silence en phare de vie. L'amour véritable n'est pas une histoire de coups de foudre ou de passion dévorante. C'est la rencontre de 2 solitudes qui choisissent de ne plus être seules. C'est la décision quotidienne de construire ensemble, même quand c'est difficile. C'est accepter l'autre dans sa fragilité et offrir la sienne en retour. Le bonheur ne vient pas sauver ceux qui attendent. Il se construit pierre par pierre, choix par choix, par ceux qui osent transformer leur douleur en projet, leur isolement en communauté, leur désespoir en espérance. Et parfois, la plus grande richesse n'est pas ce qu'on possède,
mais ce qu'on arrive à partager.